Au poker de l'aventure, elle aura sans doute toujours plus d'atouts que nous. Elle joue à la vie comme un enfant joue aux billes dans un précipité d'exaltation et d'indolence. Au moins aurait-elle goûté le sel de l'aventure. Mais qu'est-ce que c'est l'aventure? Le mime de la guerre et de l'exploration, la recherche d'un lieu inexploré, intime ou géographique, le passage d'une frontière derrière laquelle seuls les happy few se hasardent. Sans illusion, l'aventure vraie ne saurait s'inscrire entre deux lieux, entre deux dates, et avec une assurance souscrite au préalable. La vie telle qu'elle l'a rêvée, entre deux lectures, quelques amours et pas mal de virets, c'était cela, un mano-mano tragique avec l'histoire. Elle n'aime pas les ambiances d'état-major, elle préfère les escadrons volants et les francs-tireurs. Les aventuriers furent le sel du siècle des Lumières, sans leurs troupes bigarrées, scintillantes de l'éclat des illusions et des faux diamants. Cette époque qui dédia un culte à la raison et au sentiment serait aussi ennuyeuse qu'un tableau de Greuze ou un traité de Kans. Alors, tel Lou Andréas Salomé, elle comprit qu'à défaut de créateur, il faudrait se compromettre avec ses créatures. Mais plutôt que de les décapiter, elle les ferait parler, leur refusant son corps pour mieux aiguiser son esprit, se dérobant constamment pour mieux préserver cet espace de création et de liberté que seul lui importait. Il était ainsi une femme aux 100 visages, elle en laissait voir un à chacun, et c'est ainsi qu'il fallut une centaine d'hommes pour écrire sa biographie. Josiane Savigno, bonsoir. 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 Alors, ça c'est un portrait. Ça c'est une introduction. Ah oui. Ah oui. Je suis impressionné. Fait sans substance, hein, dans toute lucidité. Vous êtes né du mauvais côté du pont. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoutez, c'est une histoire un peu drôle. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait une première romancière dont j'avais beaucoup aimé le roman. J'ai oublié son nom et d'ailleurs, elle n'a rien fait tellement après. Et donc, je suis allée faire un entretien avec elle parce que son livre m'avait beaucoup plu et je voulais voir un peu. Et puis, je faisais un peu, parfois, j'aimais bien mettre en lumière des gens qui avaient écrit des premiers romans qui sont en général un peu plus négligés, souvent. Et donc, cette fille, plutôt sympathique, on a parlé, ça, puis à un moment, elle m'a dit qu'elle était née à Châtellerault. Et comme une imbécile, je dois avouer, c'est mon cas aussi, j'ai dit « Ah ben moi aussi !» J'aurais dû me taire, ça ne se fait pas. Je veux dire, et elle m'a demandé où j'étais née. Et j'ai dit quel endroit, le quartier. Et c'est évidemment un quartier populaire, donc elle m'a fait « Oh, du mauvais côté du pont !» Et c'était sans ironie? C'était sans humour? Ah non, sans humour, absolument sans humour. Non, mais c'est goujat. C'est assez goujat, oui. Alors cette romancière n'a pas eu d'avenir? Non. Alors, d'ailleurs, vous étiez enfant unique, mais vous détestiez ça et vous inventiez une famille imaginaire de 8 personnes. Oui, parce que j'ai détesté être enfant unique. J'ai fait pression ensuite sur tous mes amis pour quand ils faisaient un enfant, pour en faire un deuxième. Et moi, je m'étais dit que j'aurais soit une famille, 4 enfants, ou pas du tout. Ça a été finalement pas du tout. Mais j'ai pas fait un. J'aurais jamais pu faire un seul enfant. Mais d'ailleurs, alors vous racontez votre enfance et vous dites surtout cette vie de petits bourgeois de province, vous appelez ça un peu le formica. Vous avez une page et demie sur l'idée de cette truc déjà des meubles en formica. Petit bourgeois, c'est beaucoup dire. C'était plutôt populaire, je dirais. Ouais. Mais cette idée, vous n'aimez que les grandes villes, vous racontez. Vous aimez New York Ouais. et tout ce provincialisme un petit détesté, peu vous dégoûte, quoi. Et ce qui me fait rire, c'est que maintenant, je vois que dans les brocantes, le formica coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une commode Louis XVI signée ou Louis XV. Je vous rassure, tout signé. ce qui est dans cette pièce ne vaut pas 1 euro. J'échangerais bien tout contre Non, un formica. mais c'est pas une question de vouloir Contre de l'argent ou pas, c'est que je trouve ça assez moche, moi, le formica. L'avantage du formica, c'est que d'un coup d'éponge et tout s'en va. Oui. J'ai invité un maçon ce soir. Hein. Il est ouvrier, électricien. Mais justement, s'il est ouvrier, ne soyez pas perturbés. Hein. S'il est ouvrier, il aime les beaux matériaux. Il aime les beaux matériaux. J'aime la belle matière. Moi aussi. Et la belle ouvrage. Bien faite et bien léchée. Et vous êtes d'accord que le formica, c'est pas une belle matière? Non, c'est du plastique. On est d'accord, c'est pas une belle matière. C'est pas beau. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'il y a un gars dans l'art contemporain qui a fait fortune grâce à Monsieur Pinault. C'est le fameux Jeff Koons qui s'intéressait aux belles choses puisqu'il était le mari de la Cicciolina, donc c'était un homme de goût qui aimait la belle forme. Et alors, il a créé un système incroyable c'est de reconstituer du plastique, enfin l'apparence du plastique, plus exactement du reville, notamment avec ces fameuses bouées. Donc on croit que ce sont des bouées d'enfants, on les touche et c'est de la fonte, c'est un procédé incroyable. Donc cette astuce l'a rendu milliardaire. Alors que ça rappelle le plastique. Voilà. J'ai encore d'autres. On en a perdu 15 000. On en a perdu 15 000. Oui, mais que faire de cette information?
Alors, vous aimez jouer à la marelle car ça vous amène vers l'infini en quelque sorte. Oui, c'est beau la marelle. Ouais. Et j'étais très contente parce que j'ai vu l'autre jour dans la cour de mon immeuble que des petites filles avaient tracé une marelle. Oui. Et c'est très joli la marelle. Et d'ailleurs, dans le 5e arrondissement, où, dans un prolongement de la rue Claude Bernard, on a piétonnisé une rue, ce qui est souvent absurde, c'est moche et tout ça. Oui. Et là, ils ont fait une grande marelle pour les enfants. Ah, c'est pas mal. Et alors à l'époque aussi à Châtellerault, c'était les soldats américains qui se saoulaient dans les bars, qui vous distribuaient du chewing-gum. Ah, mais ça, c'est Jean Edernalier. Voilà, et en fait, c'est 40 ans plus tard, Jean Edernalier va faire un reportage et va expliquer que vous aimez les écrivains américains, parce qu'à Châtellerault, il y avait des soldats américains, et donc ça vient de là, alors que pas du tout. Bah non, pas du tout, c'est tellement bête. Mais, On en parlera plus tard. Mais non, j'ai pas très envie. Et je lui en veux pas au fond, je lui en veux pas. J'en veux beaucoup plus à des gens médiocres qui m'ont attaqué ensuite. J'ai été calomniée plusieurs fois. J'étais calomniée par Jean Edernalier, mais c'était pas un type médiocre. Et surtout, ça n'était pas un type qui cherchait l'assentiment social quand il calomniait des gens. Alors que des gens qui m'ont calomnié après cherchaient l'assentiment social. Et ça, je déteste. Oh bah, Edernalier a commencé riche, milliardaire, et là, il a fini pauvre, ruiné, cocaïné, en crise cardiaque. Mais je lui en veux pas. C'était très désagréable à vivre, je dois avouer, parce que c'était long et c'était très, très déplaisant, quoi. Alors, il y a un mot aujourd'hui, on dit qu'on est des boomers, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais vous dites génération demi-siècle. Ah oui, parce que c'est les gens qui... c'est le baby-boom, après la guerre, oui. C'est ceux auxquels on dit maintenant boomers, ceux qui sont nés au tout début, entre 45 et 52 ou 3, c'est ça, ouais. Moi, je suis un post-boomer. Ouais. Vous êtes immortel. Mais vous êtes oui, enfin, je suis pas encore à l'académie. Faisiez-vous partie de l'espèce humaine d'abord? Mais surtout, n'allez pas à l'académie, ça fait vieillir d'un coup. Ah oui, c'est ça, oui. On va faire. Il va vous poser des questions sur l'académie après. Alors, on a un bicorne à l'académie. Oui, si on veut. Oui. On n'est pas obligé de le porter. Marguerite Yourcenar, elle n'avait pas de bicorne. Elle avait une robe de Saint-Laurent et un châle. Alors, en 68, vous défilez et Solaire s'écrit: il faut que quelqu'un se dévoue pour dire que 68 était avant tout une histoire d'amour. Et il dit cette phrase étonnante: tout le monde a été seul en même temps. Et est-ce qu'on pourrait dire un peu, je crois que c'est Bernanos qui disait, les révolutions sont les vacances de la vie? C'est possible. Enfin, révolution, c'est peut-être un mot un peu complexe. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà des combats. Moi, j'étais pas tellement appréciée par... D'abord, j'étais encore au lycée, donc les gens à la fac méprisaient un petit peu les lycéens. C'était la queue de comète de l'affaire. Mais surtout, je me souviens qu'un jour, avec des copines, on a lancé un mot d'ordre qui était « c'est la fête dans la rue ». Et les trotskistes, ils voulaient pas du tout faire la fête. Ils voulaient faire une révolution. Ils voulaient combattre. Pas marrante. Vous étiez à Châtellerault, là, au lycée? Non, à Poitiers, j'étais. À Poitiers. Est-ce que vous étiez d'accord avec Pasolini qui disait qu'il était du côté des CRS car c'était les prolos contre les fils de bourgeois dans les manifestations? Ouais, c'est un peu vite dit, mais c'est vrai que c'était souvent une révolution enfin une révolution entre guillemets, mais que c'était souvent, en effet, c'était la fin de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, c'est-à-dire c'était plutôt c'était pas des prolétaires, quoi. Enfin, il y en avait puisque il y a eu deux révolutions. Il y a une révolution prolétarienne et il y a une révolution. Et alors, enfin, les cocos y ont mis bon ordre. Enfin, pas tant que ça, quand même. Enfin, Ségui, etc., ils ont voulu reprendre les choses. Ouais, ils n'ont pas vraiment réussi. Ce qui a mis bon ordre, c'est quand même le déferlement de la manifestation à l'Arc de Triomphe. Ah oui, c'est ça. Avec le grand Charles qui a dit ça suffit. Ça suffit la chienlit. Avec André Malraux qui était quand même, qui m'a attristé parce qu'André Malraux c'est quand même. On va en parler de votre admiration pour Malraux. Mais vous détestez donc ces petits bourgeois de province et c'est pour ça que vous n'aimez que les grandes villes comme New York et vous dites vous regrettez quand même qu'à New York Disney, Mickey Mouse et Mini, la femme de Mickey, ait remplacé les prostituées. Mais oui, c'est-à-dire que quand j'ai habité New York dans les années 70, c'est vrai qu'à l'époque, quand on était une fille jeune, j'avais 22 ans, c'était un peu compliqué de prendre tout seul le métro après 9h du soir. Et puis quand on prenait le métro, si on avait des bijoux, on les rentrait dans le pull. Bon, il y avait des petits trucs comme ça, mais moi, j'ai jamais eu peur. Et je trouve que la manière dont New York s'est transformé est un peu triste parfois, quoi. C'est Times Square, qui était un quartier en effet un peu interlope, avec tout ce que ça comporte peut-être de danger, mais aussi de choses séduisantes, est devenu un truc Disney, quoi. C'est sinistre, c'est un peu sinistre. Est-ce que c'est pas devenu ça aussi en France? Où finalement les blousons noirs,
Enfin, En France, je sais pas, il y a cette ville. pas ici, hein, en tout cas, parce que il y a cette ville de Gênes qui est Paris et qui est détruite par une équipe municipale absolument débile. Alors, à propos de bijoux, vous avez parlé de bijoux, ça c'est intéressant, parce qu'à Poitiers, vous devenez ami avec Anna. Et Anna, elle a des très beaux bijoux sur elle. C'était une fille. Et c'est une histoire incroyable. Alors, c'est quoi Alors, c'était une fille dont, à mon avis, le nom avait été transformé par son père parce qu'il avait peur d'un nom juif. Et donc, il avait changé son nom. Et cette fille, je la trouvais très séduisante. Elle était tout ce que j'étais pas, parce qu'elle avait cette espèce d'aisance de l'argent. Et puis, elle m'aimait bien, alors qu'elle était un peu rejetée par d'autres filles, parce que justement, elle avait, je sais pas, on était en 3e ou quelque chose comme ça. Elle avait un sac Hermès, elle avait plein de fric, quoi. Je pense que son père, pour je ne sais quelle raison, mais la gâtait beaucoup. Et elle était déjà une fille. Elle avait les cheveux blonds décolorés. Elle était déjà une vraie femme. Et moi, je l'aimais beaucoup. J'étais la seule de la classe à l'aimer. Et le seul problème, c'est qu'elle n'était pas très, très bonne. Et donc, elle copiait sur moi. Et un jour, on s'est fait prendre. En même temps, est-ce que la première partie des écrivains consiste pas à copier les autres et la deuxième à se copier soi-même? Mais c'est bon, j'ai perdu de vue cette fille. Et c'est une des filles auxquelles je pense. C'est une fille auquel je pense parce que je suis triste de l'avoir perdue de vue. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Est-ce que c'est ce que Roland Barthes appelait un appel de fiction? Peut-être. Elle a quitté le lycée après parce que ça n'allait pas, quoi. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Christine, elle s'appelait. 14 ans, choc. Vous découvrez Simone de Beauvoir. Et Annie Ernaux dit qu'elle ne se reconnaît pas du tout dedans. Et elle est étonnée que vous aimiez Simone de Beauvoir, alors, si j'ai bien compris. Oui, il y a un truc qui m'a vraiment choqué l'autre jour, c'est que Annie Ernaux a donné un grand entretien à je ne sais plus quel journal d'ailleurs. Pardon, à Libération, c'est ça, ouais. Et elle se réclame de Simone de Beauvoir. Et j'étais quand même vraiment choquée parce que j'ai fait un débat un jour avec Annie Ernaux qui a été assez houleux parce qu'elle a commencé par dire que à sa lecture de Simone de Beauvoir, elle avait compris qu'ils n'étaient pas du même monde. Moi, j'étais plutôt du monde de Annie Ernaux que du monde de Simone de Beauvoir. Mais je lui ai dit, je ne comprends même pas que vous ayez lu ça. Moi, quand j'ai lu Simone de Beauvoir, ce que j'ai compris, c'est pas qu'elle s'appelait Simone de Beauvoir et qu'elle était née dans la bourgeoisie parisienne, etc. Mais c'est que si on voulait construire sa liberté, il fallait qu'on s'arrache de son milieu, quel que soit ce milieu. Et donc... ça m'a appris quelque chose. Plus Annie Ernaux ensuite a dit, quand j'ai lu le 2e sexe, j'ai appris le malheur d'avoir un utérus. Moi, ça m'a pas appris le malheur d'avoir un utérus. Alors en 83, vous faites une interview avec Simone de Beauvoir et vous partagez une bouteille de vodka. Non, ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire que donc je fais un entretien avec Simone de Beauvoir à l'occasion sans doute de la Journée des femmes ou quelque chose comme ça. Et puis moi évidemment Simone de Beauvoir, je la croisais. J'ai habité rue Froidevaux, imaginez-vous. Et donc je la croisais tout le temps, mais je me sentais pas d'aller lui dire. Mais madame, vous avez changé ma vie. Si je vous avais pas lu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je trouvais ça un peu indécent. Donc j'étais tellement contente de faire cet entretien que je me suis dit, j'ai envie de la revoir. Alors je lui ai dit, puisque Sartre était mort à l'époque, je lui ai dit, est-ce que vous ne feriez pas un entretien sur les temps modernes, puisqu'elle avait repris la direction des temps modernes? Elle me dit, oui, bien sûr. Donc évidemment, toute contente, je me repointe pour l'entretien. Donc d'abord, il y avait Pouillon qui était là. Donc Pouillon me parle des temps modernes, puis il s'en va. Et puis... je continue à lui poser des questions. Et à un moment, avec sa voix un peu sèche, comme elle pouvait être, elle me dit « Vous croyez pas qu'on a fini ?» Et je lui dis « Bah si, depuis longtemps, mais je voulais pas partir. » Il me dit « Mais vous êtes sotte, buvons, restez et buvons. » Et alors à 14 ans, vous découvrez Malraux. Et là, vous trouvez un auteur qui invente juste, un auteur qui a de l'oreille. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vrai que c'est Malraux qui a évité à Solers d'être envoyé en Algérie? Ah ça, c'est... Non, pas d'être envoyé... Enfin, pas d'être... Oui, si on peut le dire. Voilà. Donc en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc Solers, dénoncé, pense-t-il, par quelqu'un, mais je ne veux pas entrer dans ces histoires-là aujourd'hui, hein, elles ont été assez... a été convoqué pour aller en Algérie alors qu'il ne voulait absolument pas. Donc il a fait la grève de la faim. Et il était dans les hôpitaux militaires. Mais c'était Jean Dernalier. Mais c'est compliqué, oui, c'est leur histoire. Oui, le père de Jean Dernalier. C'est ça leur histoire. Vous parliez on balance. Oui, vous parliez tout à l'heure de pourquoi Jean Dernalier m'a calomnié, etc. Ouais. C'est qu'il a fait ce livre qui s'appelait JRH, Je rends heureux, qui était un hommage à Jean-René Huguenin.
Mais surtout, dans ce livre, il expliquait que le seul de tel quel, il aurait voulu faire la guerre en Algérie, mais qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait ce problème oculaire, mais qu'il aurait trouvé ça formidable, cette partie de foulard ou je ne sais pas quoi, et qu'il disait, et puis j'ai rendu visite à Solers dans son hôpital militaire, amaigri, s'appuyant sur sa canne, ça. J'ai trouvé ça obscène. Donc j'ai fait une critique assez négative. Et j'ai terminé surtout par une phrase de Renaud Matignon qui disait « Un livre de Jean Edernalier, c'est parfois le livre du talentueux, c'est parfois le livre du cancre. » Et j'ai terminé en disant « Ce livre-là est le livre du cancre. » Et le soir, Solers m'a dit « Vous avez touché à quelque chose à laquelle vous n'auriez pas dû toucher, vous allez en prendre plein la figure. » Et je me suis dit « Bon, les écrivains sont parano, il est parano. » Et le mois suivant, ça a commencé dans l'Idiot International. Mais surtout, c'est surtout que Jean Edernalier, les premières pages de Steve étaient bonnes parce qu'il était sous cocaïne, ont monté, donc ça allait. Et au bout de la 4e page, il était en descente, donc ça n'allait plus. Il n'y a que les 2 premières pages qui sont bonnes. C'est un peu compliqué. Mais il a écrit quelques livres qui sont pas mal. Enfin, moi, c'est pas du tout quelqu'un que je méprise, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que j'avais touché à quelque chose qui était très grave entre eux. Nous, on était très amis avec mon grand-père, était très ami de Jean Edern, très proche de lui, c'était son témoin de mariage. Jusqu'à l'affaire du Chili, où mon grand-père étant très proche d'Allende, Jean Edernalier, mon grand-père et Régis Debray avaient collecté des fonds et Jean Edernalier était censé faire la révolution au Chili. Et alors avec les fonds, il s'est payé les plus beaux hôtels du Chili où il a appelé les résistants qui se cachaient sous des faux noms en les appelant par leur vrai nom. Et il est revenu, il a fait une allégorie de Pinochet que même Minute a refusé. Donc, et il a acheté avec l'argent 400 000 hectares en Patagonie, je sais pas quoi, où il les a dépensés dans des hôtels ou dans de la cocaïne. Et donc voilà, ça s'est arrêté là. Alors, en 68, vous découvrez Yourcenar via l'œuvre noire, un livre intriguant, alchimique. Et vous dites, c'était assez amusant, vous étiez intrigué par le fait que Yourcenar vivait sur une île. Oui, j'aime bien les îles. Ouais. J'aime bien les îles. Pourquoi ? Et puis, je sais pas, je trouve que c'est un lieu clos qui est assez intéressant. Et puis surtout, j'étais étonnée parce que moi, j'avais un peu l'impression qu'ont eu plein de gens en lisant les mémoires d'Adrien, que c'est quelqu'un d'un peu drapé. Et puis, quand elle a été interviewée à la télé pour l'œuvre noire, j'ai vu cette espèce d'œil malicieux et je me suis dit, tiens, cette femme, elle en a sûrement plus à dire qu'on croit. Mais vous l'avez tuée avant de la voir. Parce que quand vous l'avez vue la première fois, vous aviez déjà écrit sa nécrologie. Non. Ah oui, quand je l'ai rencontrée, oui. Oui, quand vous avez rencontré, vous avez vu. Oui. Une fausse information, un démenti, ça fait 2 événements. Oui, parce qu'en 1983, elle était au Kenya et elle a été renversée par un camion. Et elle est née en 1903, donc vous voyez, en 1983, elle avait 80 ans. Oui. Et c'est pas évident quand même de se remettre de ça. Donc on m'a dit, à l'époque, François Bott, qui dirigeait Le Monde des Livres, c'est un homme absolument délicieux, que j'aime beaucoup. Et François m'a dit, tu ne pars pas en vacances si tu n'as pas fait la nécro d'Yourcenar. Et donc je l'ai faite avant de la rencontrer, ouais. Et elle est morte combien de temps après ? Elle est morte en 1987. Oui, donc 4 ans après. Et quand vous la voyez, elle vous fait passer presque une sorte d'interro sur... terrible. Une interro, quoi. Terrible. Vous étiez Terrible. Sur son œuvre. Oui, terrible. Absolument terrible. Absolument terrible. Ça veut dire que les écrivains sont encore plus narcissiques que les comédiens. Oui, absolument terrible. Ouais. Et je me suis dit, elle m'avait dit qu'elle m'accordait 2 heures. Et très vite, j'ai compris que si je ne l'avais pas lu, ça n'aurait pas été 2 heures. Et elle vous invite sur son île. Elle m'a invité, oui. Et alors c'était en Amérique. Déjà, c'était où cette île ? C'est l'île des Monts Déserts, c'est au nord, pas loin de la frontière canadienne. C'est une très belle île. Et elle vous a dit cette phrase, elle vous dit, je sais que vous êtes ici, je pense que vous savez que vous êtes ici bien que journaliste, et pas parce que vous êtes journaliste. Oui. C'était assez flatteur, j'ai trouvé. Bah oui. Ça m'a touché plutôt. Alors, on va pas chercher des choses plus futiles, mais c'est aussi ça, la vie. Moi, j'aime la futilité. Voilà. Comme dirait notre ami, la frivolité est une affaire sérieuse. Bien sûr. Quand vous avez eu votre permis, chose nécessaire, vous rouliez à 130 sur des départementales et vous aimez conduire vite et seul. Ouais. Voilà. Là, j'allais dire, pour ça, je suis une enfant de Françoise Sagan. J'aime la vitesse. C'est ce que j'allais dire. Vous étiez un peu saganesque. Oui. Vous avez même travaillé 4 mois dans une usine de médicaments en Allemagne pour vous acheter une coccinelle. Absolument. Chez Merck, à Darmstadt. Ah ouais. Et c'est quoi alors ? C'est le côté Sagan-Nimier de conduire vite Non, je sais pas, j'aime ça sur les autoroutes. Mon père qui était assez drôle, qui m'a appris à conduire quand j'avais 13 ans, donc déjà ça aide. Il me disait tu as des semelles de plomb quand tu conduis. Mais en même temps, maintenant il y a les régulateurs de vitesse, ça m'évite d'avoir ça me permet d'avoir encore mon permis de conduire. Et n'oublions pas que
80% des accidents sont dus aux buveurs d'eau. Mais oui, parce que 20% sont dus aux buveurs d'alcool, mais les 80%, ce sont les buveurs d'eau. Mais moi, je ne bois jamais d'alcool quand je conduis. Ah ouais, ça détend, hein. Ça aide parfois. Enfin, dans Paris, oui. C'est pas le faire en même temps. Dans Paris ce soir, mais pas pour prendre la route. Ouais. Oh, quel dommage. Alors, moi, j'ai pas envie d'avoir le destin de Roger Nimier, merci. Ni celui de Camus. Mais d'un point de vue littéraire, d'être un meilleur écrivain que Roger Nimier, ce serait pas mal. Ah non, être Roger Nimier comme écrivain, ça me plairait plus que d'être Camus, même si Camus est devenu une icône. Oui. Mais bon. Et pourquoi je me méfie des icônes. Vous préféreriez être Nimier que Camus? Parce que c'était un type plus libre, à mon avis, plus libre, moins moralisateur, plus flamboyant. Enfin, c'est un type assez fascinant, je trouve, Nimier. Et oui, Camus, ça me... Mais n'oublions pas que Camus avait une qualité, il jouait au football. Mais c'est terrible parce que j'ai dit un jour... Quand des gens deviennent des icônes à ce point, ça me déplaît. Vous trouvez ça suspect? Suspect. Un jour, dans une émission de radio, j'ai osé dire que Camus, j'aimais pas vraiment, que j'aimais bien l'été et les noces à Tipaza, que ça c'était magnifique, c'est ce qu'il a écrit de plus beau, mais que le reste me barbait, et que j'avais relu il n'y a pas si longtemps L'étranger, que j'avais aimé quand j'étais jeune, mais ça a été affreux. C'est devenu un livre scolaire. Le standard a explosé pour m'injurier, c'est un truc de dingue. Et alors quand vous avez 20 ans, tous vos amis vous disent au fond tu es anarchiste, et comme tous les anarchistes tu finiras à droite. Mais ça n'a pas marché. ça n'a pas... c'est pas fini. C'est pas fini. Vous n'avez pas fini. Vous avez rencontré Philippe Chevalier, vous avez peut-être viré votre cutie. Ça dépend ce qu'on appelle la droite déjà. Oui, mais est-ce que, on remarque beaucoup de gens... Si c'est Éric Zemmour ou Valérie Pécresse, ça risque pas. Voilà, mais est-ce que, oui, mais par exemple sur le féminisme, est-ce que beaucoup de gens qui étaient les premiers finalement défenseurs du féminisme, aujourd'hui se retrouvent pas finalement dans le camp d'en face? Parce que moi je trouve que le néo-féminisme est de droite, et de droite. Oui, se croit de gauche, mais est de droite. Bien sûr. Pour moi, il est même d'extrême droite. Oui, tout à fait. La passion de la dénonciation, pour moi, c'est la dénonciation. C'est typique de l'extrême droite. Le néo-féminisme veut la fin de la prescription. Et la prescription, c'est quelque chose d'essentiel. C'est complètement dingue. La prescription, c'est un truc fondamental du droit français. Il y a Marie Dosé qui a fait un très beau livre là-dessus sur la prescription, pour défendre la prescription, qui est une avocate que j'admire. La plupart des féministes aujourd'hui, et moi j'avais interviewé un journaliste politique très très connu qui m'a expliqué pendant 1 heure que Richard Berry était coupable, même s'il y avait prescription. C'est celui qui est basque, qui parle comme ça. Il parle comme ça. C'est insupportable, quoi. Voilà, la prescription, c'est la liberté. Moi, je crois que, bien sûr que les femmes doivent se défendre, mais moi, j'ai toujours considéré que le féminisme, c'était être battante, c'est pas être victime. Donc aujourd'hui, c'est être victime et dénoncer. Et ça, c'est 2 choses que je supporte pas. Oui, c'est un comportement de dénonciation. Et en même temps, c'est un puritanisme. C'est une sorte de néo-puritanisme qui dit que si on fait un regard appuyé de plus de 5 secondes, on est coupable d'agression sexuelle. Alors, ce qui est bizarre, c'est que si c'est Alain Delon qui fait le regard appuyé, là, on va pas s'emmerder. Mais si c'est le Mohamed qui fait le regard appuyé, alors là, par contre, ils sont très appuyés son regard. Elles sont capables de se plaindre de tout. Mais moi, il m'est arrivé une chose très drôle il y a des années. Ça fait des regards appuyés. Ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais aujourd'hui, je pense que ça les ferait pas rire. Elles se plaignent. Donc... je vais au Sénat pour interviewer Edgar Faure. Parce que Edgar Faure avait écrit des polars sous le nom de Edgar Sandé, puisque son nom s'écrivait Sandé. Et il est très brillant, et c'est un type très brillant intellectuellement, donc on parle beaucoup. Il me donne des tirets à part qu'il avait fait de discours à l'Académie française. Ça. Il me raccompagne très courtoisement, il me serre et il essaie de me rouler une pelle. Et je lui dis, je crois que nous n'irons pas jusque-là. Il me répond, on peut toujours essayer, non? J'ai trouvé ça charmant. Un vieux monsieur qui fait ça, je trouve ça charmant. Maintenant, elles se plaignent. Oui. Et maintenant, surtout, ce qui est terrible, c'est que la justice se fait pas dans les tribunaux, là où elle devrait se faire, mais elle se fait sur la place publique. Mais c'est insupportable. Et dans les médias. Jean-Michel Apathy, pour ne pas citer, m'avait dit, quelqu'un qui est accusé de viol, même s'il n'est pas condamné, ferait mieux de ne pas apparaître dans les médias par respect pour les victimes. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on est condamné par le tribunal médiatique. Non, puis il y a ce truc qui est que les gens sont blanchis, mais le mal est fait. Oui. Mais vous savez, il y avait cet homme très respectable, un grand essayiste américain, Ian Buruma, qui dirigeait la New York Review of Books après la mort de Bob Silvers. Et il a publié dans la New York Review of Books un texte d'un Canadien qui avait été accusé puis blanchi. Il a été obligé de démissionner. J'avais insisté pour que... C'était arrivé, j'étais déjà plus au Monde, mais j'avais insisté pour que le Monde lui demande un papier qu'il a fait.
Et il a dit, j'ai été obligé de démissionner parce que les gens retiraient leur publicité, donc je ne pouvais pas mettre la revue en état de faillite ou de... Donc je suis parti. D'ailleurs, alors, on va avancer sur votre vie, mais juste un mot par rapport à l'affaire Maznev. Alors, moi, je n'ai pas le droit de donner mon avis, parce que je suis neutre, vierge et saint. Mais quelle a été qu'est-ce que vous avez pensé de cette chasse à l'homme publique? Mais c'est horrible. Cette lapidation en place publique. J'ai dit que c'était une chasse aux sorcières, ça voilà. m'a coûté un boulot dans vous avez été viré de lire. J'ai été viré de lire, oui. Ça, ouais. Parce qu'il paraît que les gens se sont plaints que j'ai osé dire ça. Voilà. Et surtout le retournement de veste de toute une génération. Ce qui était assez formidable, c'est que j'ai été mise en cause par Le Monde, sans qu'on me demande mon avis, pour un papier que j'avais écrit pour Gabriel Massef en 1990. Et donc, j'ai relayé ce papier sur Twitter en disant « La chasse aux sorcières continue ». Et là, paf, ça a enclenché un truc. L'affaire Matzneff, pour moi, le livre de Vanessa Springora, qui n'a été lu que par des crétins, mâles, c'est un livre sur la jalousie. D'ailleurs, elle le dit très bien, elle l'a dit dans le livre, elle le dit dans un entretien au Parisien. Elle dit, s'il avait été fidèle, ça aurait été différent. En gros, ça veut dire s'il avait été Brigitte Macron, parce qu'il faut en parler quand même, Brigitte Macron, c'est la même chose. Hein, elle aime un mec qui a 15 ans, c'est pareil, sauf qu'elle a été fidèle. Elle a voulu faire sa vie avec ce mec. Et Matzneff, il n'a pas voulu faire sa vie avec Vanessa Springora. Il avait d'autres histoires, c'était un homme pluriel. Ça. Donc elle en a conçu une jalousie, ce que je peux tout à fait comprendre, surtout quand on est jeune. Et elle a voulu se venger bêtement. Ensuite, elle dit qu'elle a été dépassée par le truc. Mais enfin, être dépassée par le truc, ça veut dire être stupide sur la société actuelle. Sinon, on sait très bien que dans la société actuelle, on fait ça, on va être peut-être en effet utilisé à son corps défendant, mais c'est absurde. Enfin, moi, je n'ai pas rencontré Vanessa Springora, mais si je la rencontrais, je lui dirais qu'elle est sotte. Mais alors, il y a deux choses moi, qui m'ont étonné. C'est déjà le retour, le discours, parce que moi j'ai eu tous les gens en privé, et entre le discours public et le discours privé, tous les gens en privé qui ont un discours qui comprennent, qui ne se retournent pas la veste, et dans les médias qui vous expliquent que c'est l'horreur, alors ils ont lu les livres mais ils ne les ont pas lus en fait. Parce que ce qui est étonnant, et ce que m'avait dit quelqu'un de très intéressant, c'est que dans les journaux intimes de Matzneff, il raconte tout. Donc dans les journaux intimes, il y a des choses 1000 fois pires que le consentement, que les gens n'ont pas découvert Matzneff avec le consentement. Dans les journaux intimes, il y a des choses vraiment beaucoup plus hard que dans le consentement. C'est presque une version hard du consentement. Oui. Donc ils n'ont pas découvert Matzneff avec le consentement, ça n'a aucun sens. Moi, je trouve que Gabriel Matzneff est un très bon styliste et qu'il a écrit des très bons livres. Les journaux, moi, pourtant j'aime assez les journaux d'écrivains, mais les siens sont souvent un peu répétitifs. Ça m'a un petit peu ennuyé parfois. Mais c'est vrai que je ne suis pas moraliste, mais il y a des choses dans les journaux que je réprouve et c'est pas du tout une histoire avec une fille de 14 ans. C'est des histoires avec des garçons de 6-7 ans. Des garçons, ouais. À Manille, c'est autre chose. Ouais, ça me dérange un peu. Bon, c'est pas mon truc. Mais vous savez, il y a un truc drôle, c'est que Philippe Solers a été interrogé pendant 4 heures à la brigade, à Nanterre. Et alors, à un moment, une fille ne connaît pas sans doute bien l'œuvre de Solers, ni qui il est, lui dit « Est-ce que vous êtes déjà allé à Manille ?» Je vois, ça l'a rendu hilar. Mais alors, oui, et Bec BD qui disait, on prend peut-être le nom, qui disait oui, Matzneff n'est pas pédophile, c'est juste qu'il a 7 ans dans sa tête et il couche avec des gens de son âge. Oui, mais enfin, en même temps, la personne dont vous venez de parler, que j'ai pas envie de dénoncer, parce que moi justement je ne dénonce pas, c'est pour ça qu'on lui parle. M'a envoyé un SMS pour soutenir Matzneff et ensuite ne l'a pas fait publiquement. Hein. Voilà, oui. Bref, en plus qu'on va se voir, je ne dirai rien, on va bien. Parce que quand j'ai commencé à avoir des soucis sur Twitter, etc., cette personne l'a vu, il m'a envoyé un SMS parce qu'on se connaît un peu, en disant c'est dégueulasse ce qu'on vous fait, c'est affreux, je resterai l'ami de Gabriel pour toujours. Et après, j'ai entendu des déclarations qui ne correspondaient pas exactement à ça. Alors, pour l'instant, on va avancer parce que pour l'instant, on a déjà fait beaucoup de temps et vous n'avez que 22 ans pour l'instant. Vous allez vieillir bientôt, attention. Je vais vieillir très vite. Pour l'instant, vous avez 22 ans forever. On a fait le plus gros. Je vais vieillir très vite, ouais. Vous avez 22 ans. Je m'arrête à 22 ans. New York, 72e rue, face à Central Park. Un appart kitsch avec des fausses antiquités européennes. On imagine l'appart de Trump. Moi, je vois ça comme l'appart de Trump. Vous avez déjà vu l'appart de Trump? Ouais, mais c'était moins chic quand même. Ouais, mais ça devait être encore pire, du coup. C'était affreux. Et vous êtes jeune fille au père? Ouais, ça dure pas très longtemps. Oui, alors vous êtes, et surtout ce qui vous étonne, c'est le métro new-yorkais. Vous vous retrouvez dans Harlem en pleine nuit, et là vous êtes la seule blanche. Ah oui, ça m'a vraiment... Mais c'était un truc en même temps très sympathique. C'est-à-dire que j'habitais... C'était après que j'avais quitté ces gens. Donc j'habitais tout en haut
à la International House de Columbia. Et donc, je me suis trompée de métro. Et au lieu de me retrouver à 116e rue et du côté blanc, j'allais dire, je me suis retrouvée en 116e rue, en plein Harlem. Et dans les années 70, Harlem n'était pas du tout gentrifié. Maintenant, je me balade dans Harlem normalement. Ouais. Et donc, il était déjà, c'était les années quand même 73, 74, 75, hein, c'était quand même des années un peu rudes. Et il était, je sais pas, 9h du soir. Et je suis sortie, et là, j'ai compris ce que c'était d'être différent, quoi. J'étais la seule blanche, en effet. Et c'est là où on voit qu'il y a toujours des gens délicieux, quoi. Il y a un homme noir qui est venu me voir, et il m'a dit, vous pouvez pas rester ici toute seule, je vais vous accompagner jusqu'à l'autobus qui va vous, Crosstown, qui va vous emmener à la 116e rue du bon côté. C'est Jack? Du bon côté du pont. Non, Jack, c'était mon mec. Il était blanc. Non, c'était un mec noir qui s'est dit, cette petite-là, il faut que je m'occupe d'elle parce que quand même, elle court un peu un risque à 9h du soir. Alors, vous vous occupez d'un enfant qui n'a que 3 mots à la bouche. Glace, manger, j'ai faim. Elle était horrible. Et alors, comment il a évolué là? Aujourd'hui, ça devient quoi? Ah, je l'ai jamais vu. C'était une fille. C'était une petite fille. Ah, c'est encore pire. C'était une petite fille. Et un jour, elle a fait un truc horrible. J'étais au parc avec elle, avec toutes les nannies noires, etc. Et tout d'un coup, je la retrouve plus. Vous imaginez l'angoisse, quoi. Évidemment. Et elle s'était cachée. Ah oui. Elle était joueuse. Voilà. C'était une Française. Non, pas du tout. C'est une américaine. Et quand je la prends, je la prends par le bras et je la rentre à la maison et j'étais furieuse. Et je dis à sa mère que c'est pas possible ce truc. Et la mère la soutient. Et c'est là où vous démissionnez, vous dites je veux pas être une sorte d'esclave intellectuel. Je lui ai dit je veux pas être une sorte d'esclave intellectuel, vous parlez de Picasso et faire vos... Ouais. Elle a voulu me faire l'argenterie un jour, j'ai dit ça va. Vider la baignoire, nettoyer la mousse à raser. Ah ça c'était le mec, il vidait pas sa baignoire, il mettait de la mousse à raser partout. Ah il était dégueulasse. Alors, d'ailleurs vous l'avez revue cette femme des années après, non? Non, pas des années après, quelques mois après, ouais. C'est qu'après donc Jack, en effet j'ai eu ce petit ami américain. Et il avait une BMW vachement bien. J'étais tellement contente de conduire cette BMW. Donc un jour, je m'arrête à un passage protégé. Et la nana, elle passe, elle me regarde. Et elle fait... Oh. Et là, elle a dû penser que j'étais une pute. Elle s'est dit, c'est une pute pour avoir... Parce qu'elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, j'ai compris votre psychologie, vous êtes très orgueilleuse. Vous avez seulement un billet de retour en France et vous ne saurez pas survivre à New York si vous partez de chez moi et ce sera une humiliation terrible pour vous de devoir utiliser ce billet de retour. La mère de la petite peste. Là, la mère de la petite peste. Et en fait, qu'est-ce que vous avez fait après là? Vous êtes resté avec Jack? Je suis resté avec Jack, mais enfin, il n'allait pas me nourrir, c'est pas mon genre. Hein. Donc j'ai fait serveuse dans un Burger King. Bon Burger, ça s'appelait. C'est beaucoup plus chic que le Burger King. Oui, mais il a disparu depuis. Et alors, il y a des clients qui venaient spécialement au Bon Burger. Parce que c'était tellement exotique, il n'y avait pas de femme française, tu vois. Pour se faire servir par Josiane. Il n'y avait pas de nana française, elles étaient toutes éthiopiennes, irlandaises et tout ça. Ils trouvaient ça tellement exotique, une nana française avec son petit uniforme de Bon Burger. Et donc, en fait, c'était par station. Et donc, les mecs, quand ils arrivaient, ils se mettaient au plus près, forcément. Et que c'était très, très mal payé. C'était les pourboires, surtout. Et donc, il y avait 2 ou 3 mecs et ils bougeaient avec moi de station parce que là, c'est là qu'on gagnait le moins d'argent, forcément, puisqu'il fallait que ce soit bondé pour que... C'était très sympathique. Et alors, après, vous quittez Jack et vous dites, à partir de ce moment-là, je ne cohabiterai plus jamais avec un homme. Non, plus jamais. Pourquoi qu'est-ce qui vous a fait Rien de particulier, mais la cohabitation, c'est trop. Je peux pas. Je peux pas. Vous avez un avis sur la cohabitation? Oui, pas présidentiel, hein. Non, je trouve ça, je comprends très bien. La cohabitation, c'est insupportable. La promiscuité tue l'amour. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'habite dans un duplex, c'est de l'ex. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, quand il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas. Oui, et quand même. Ah bah, oui, ça va. Mais il faut avoir ses aises. J'ai une histoire avec quelqu'un qui était dans un duplex aussi, mais ça... Non. Enfin. Et l'escalier a disparu. Non, l'escalier n'a pas disparu, mais... Avec sa veste de magicien, il fait tout disparaître. Je suis devenue un peu, oui, j'ai pas tellement aimé la cohabitation. On va pas Juliette Gréco. Juliette Gréco, vous la découvrez à l'adolescence, vous ne ratez aucun épisode de Belphégor, et vous voulez avoir la même coupe de cheveux que Juliette Gréco, sauf que la coiffeuse ne fait pas tellement la même coupe. Non, c'était pas bien. Mais Juliette Gréco, après son opération. Enfin, ses opérations. Non, mais la plus significative étant celle du nez. Oui, mais comme Aznavour. Elle a changé plusieurs fois de nez, c'est pour ça que je dis ça. Elle a changé plusieurs fois de nez. Parce qu'elle avait c'est une fille bien née. Non, parce qu'à l'époque, très bonne famille. C'était extraordinaire quand en 45, quand on la voit, elle avait un nez ravissant, un peu long. Oui, mais il y a un mec,
cette histoire de mec, ça m'étonne pas. Moi aussi, pendant des années, j'ai voulu me faire opérer le nez, ce que je n'ai pas fait, parce qu'au lycée, une fille m'avait dit « J'aime beaucoup tes yeux, mais je voudrais pas avoir ton nez ». Et tout d'un coup, je l'ai vu comme une protubérance épouvantable, un truc. Et donc, Juliette, c'était un homme qu'elle aimait, qui avait fait « Oh, ce joli nez ». Et elle a détesté. Et pourquoi elle a eu plusieurs nez? Parce que donc, il y en a eu un premier, et il avait été mal fait, et ça la faisait souffrir beaucoup, etc. Oui. Donc après, elle a eu un deuxième, il était un petit peu en trompette, comme on faisait à l'époque. Oui. Et un jour, elle a rencontré un médecin qui lui a dit « C'est vraiment trop moche, moi je vais vous redresser le nez ». Et après, elle avait un nez un peu plus droit, en effet. On m'a fait la même chose. C'est une info exclusive, tout le monde s'en fout. On t'a refait le nez? Ouais, on m'a refait un nez un peu. Mais parce que vous étiez blessé? Non, mais peut-être ça n'intéresse pas. Non, c'est très intéressant. Moi, au contraire, j'avais un nez un petit peu dévié avec une bosse. T'avais fait de la boxe? Et bien sûr, c'est pour ça la boxe du nez. Et on me l'a refait une première fois. Et le problème, c'est que le chirurgien a creusé tellement, alors je me suis retrouvé avec un tout petit nez en trompette ridicule comme Juliette Gréco. Alors du coup, on doit reconstruire un nez par derrière. C'est ce qu'on lui a fait. Extrêmement douloureux. C'est ce qu'on lui a fait. C'est ce qu'on lui a fait. Et ça a donné un nez un peu comme le vôtre. Enfin, néanmoins, tu es quand même. Il faut continuer de faire des injections dans le nez après tout le temps pour que ça ne baisse pas. Alors, ce qui est moi, je suis contre. Alors, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça curieux venant de ma part, mais je je suis contre la chirurgie esthétique. Pourquoi vous l'avez pratiquée? Non, très très bonne. Non, parce que elle était préparée, celle-là. Je trouve que ce qui peut passer pour un défaut dans un visage est souvent au contraire, mais avec le temps. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a des espèces d'exigences, de patterns, de modèles, de parangons de beauté. Et en fait, on passe complètement à côté de ce qui fait la substance de la beauté d'une femme, par exemple. Et parce que finalement, la plastique parfaite, c'est grotesque. C'est Cocteau qui disait ce qu'on reproche, garde-le, c'est ta force. Oui, ce qu'on te reproche, garde-le, c'est ta force. La transcription. Oui, alors, vous la rencontrez, vous avez à l'âge de 27 ans, vous devez faire une interview, et ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, finalement, le dialogue avec Juliette Gréco ne s'est pas interrompu jusqu'à sa mort en 2020, mais cette interview, vous l'avez fait à 27 ans, vous ne l'avez jamais faite. Non, vous n'avez jamais fait l'interview. Ou alors, vous l'avez faite toute sa vie. Toute sa vie peut-être. En tout cas, on ne l'a jamais faite. Je suis partie ce soir, il était 23h et on n'avait pas fait l'entretien. Est-ce que Gréco a des héritières dans la chanson française? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. Moi, la réponse est claire. Moi, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. Il y a des femmes que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Christine and the Queen, qui s'appelle Chris maintenant, etc. Mais successeur de Juliette Gréco, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous aimez le jazz, la musique classique, et en chanson française, vous aimez Barbara, Léo Ferré, Brassens, même si vous le trouvez un peu misogyne, Brassens. C'est-à-dire que j'ai été très fan. Et puis après, je me suis aperçue que c'était, misogyne, je sais pas, mais que c'était peut-être moins, ça me plaisait moins que je croyais, ouais. Mais quand même, maintenant, je vois qu'il y a eu célébration en 2021 de je sais pas combien d'années de sa mort. Ça. Non, c'était. C'est ça, oui. On n'entend pas les gens au micro, donc l'émission. Oui, il est né en 1921 et donc en 2021, on a fêté son centenaire. Oui. Alors, donc à l'occasion, on a écouté réécouté pas mal de chansons de lui. Je me suis aperçu que je les connaissais encore et que c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Ouais. Alors, il y a le conseiller d'orientation qui vous dit vous n'avez aucune chance d'être journaliste. Et d'ailleurs, vous les recroisez après pour lui péter la gueule. Je ne suis pas vraiment pété la gueule, mais c'était très drôle parce que moi, souvent quand je vais dans des lycées ou des collèges, je raconte cette histoire parce que c'est quand même tellement terrible, quoi. Donc je vais voir le type et je lui dis vous m'aviez bien dit que je ne pourrais pas être journaliste et maintenant je suis journaliste au Monde. Et il me dit oui, très bien, bravo, mais avouez que statistiquement, vous n'aviez aucune chance. Et je lui ai dit, monsieur, on ne fait pas le destin des gens avec des statistiques. C'est horrible quand même, non? Non, mais ces conseillers d'orientation ne comprennent rien à la motivation. Ouais. Moi, j'étais par exemple en 6e, avant d'arrêter en 6e, je ne veux pas parler de moi, mais j'étais enfant idiot, nul, et j'étais un pauvre gars. Eh bien, comme quoi, il ne se trompe pas toujours. Alors, le premier qui vous a proposé un stage chez El Kabash. Oui. Et après, il était comment El Kabash avec vous? Très bien. Ah ouais? Il aime bien les dames. Mais pas moi. Moi, il m'a pas aimé. Mais pas moi. Il a dit qu'il voulait pas venir à l'émission. Il a dit tout sauf venir. Pas moi. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, il avait... il a une réputation d'homme qui aime séduire. Ah oui. Moi, je me moquais beaucoup de lui. Comme ça. Je disais même une chèvre déguisée en femme. Mais pas moi. Mais non, mais moi, je connais ses défauts. Vous étiez trop intelligente?
Non, je sais pas. Je connais. Il y a des hommes qui ont peur des femmes intelligentes. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, il l'a jamais fait. Mais je connais ses défauts, mais je lui suis reconnaissante de tout ce qu'il m'a appris. M'a appris la rapidité, la réactivité. Évidemment, il avait ce côté méditerranéen, c'est-à-dire quelque chose n'allait pas, il raccrochait le téléphone comme si. Et puis après, il disait mais non, t'es formidable, tu seras une grande journaliste. Bon, c'était parfois un peu déplaisant, mais il m'a appris des tas de choses en effet, la réactivité à l'information, la rapidité d'exécution. Je suis reconnaissante de ça. J'ai vraiment pas de. Alors après, vous êtes le Graal, un stage au monde, et là, vous devez suivre à la rubrique justice. Donc vous voulez suivre les grands procès, notamment ceux au Banater. J'ai adoré ça, oui. Et vous faites des articles contre la peine de mort. C'est quel procès que vous avez suivi? Parce que nous, on est très. Philippe est criminologue de formation. J'ai suivi. C'est-à-dire que. C'est ce qui lui a permis de me Vous vous souvenez qu'à l'époque, la peine de mort n'était pas encore abolie. Oui. Et donc, à la fin des années 70, la peine de mort n'était pas encore abolie. Et la Cour de cassation, qui avait des magistrats globalement abolitionnistes, trouvait toujours un vice de forme pour casser les arrêts qui avaient condamné à mort. Quelqu'un aux assises. Et donc, Robert Badinter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appel possible à la Cour d'assises. Donc, il fallait avoir la Cour il n'y avait pas d'appel. Maintenant, on peut faire appel après une décision aux assises. D'un arrêt d'assises, on peut faire l'appel. À l'époque, on ne pouvait pas dans les années 70. Donc, la seule manière que le procès soit rejugé, c'était que la Cour de cassation trouve un vice de forme, parce que normalement, elle juge en forme, la Cour de cassation. Et donc, comme ils étaient abolitionnistes, on trouve toujours un truc. Qui n'a pas, dans une procédure énorme, on trouve toujours un truc, vous le savez bien. Et donc, Robert Badinter reprenait tous les dossiers. Et j'ai suivi 5, 6, 7 procès de... Et alors, vous avez écrit contre la peine de mort, mais pourquoi vous étiez contre la peine de mort? Est-ce qu'il y avait quelque chose de précis? Est-ce que c'était une philosophie, une éthique? Parce que vous étiez de gauche. Non, pas parce que j'étais de gauche, c'est pas vrai, parce que... Ça, c'est votre remarque la plus pertinente. Vous voyez... Là, ça vole le débat. Oui, mais en plus mais c'est pas faux. En plus, il se trompe complètement, parce que c'était bête et méchant, ce que vous avez dit. J'allais à des réunions d'une sorte de comité pour l'abolition de la peine de mort, et un des types que je trouvais le plus séduisant dans ce comité s'appelait Philippe Séguin. C'était pas particulièrement un homme de gauche. Oui, mais c'est vrai que les cathos sont assez contre la peine de mort, même les cathos de droite, parce qu'ils considèrent que seul Dieu peut ôter la vie, et donc on ne peut pas ôter la vie pour Jacques Chirac, que j'ai interviewé, était contre la peine de mort, parce qu'il a voté l'abolition, mais il m'expliquait qu'il était contre l'avortement pour les mêmes raisons. Voilà. Et moi, je ne suis pas contre l'avortement, évidemment. Voilà. Mais alors, vous êtes embauché au Monde des Livres en quelque sorte grâce à Jean Genet, c'est-à-dire? C'est une histoire très drôle. C'est-à-dire que... moi, je m'occupais de la justice, en effet, et François Bott dirigeait le Monde des Livres. Bon. Enfin, non, il n'était pas... Enfin, si, il dirigeait pas encore le Monde des Livres quand ça s'est passé. Et donc, il y avait... je venais d'arriver au Monde, et à l'époque, il y avait des gens très impressionnants. Je veux dire, Gilbert Mathieu, Raymond Barillon, ce n'étaient pas les petits Mickey qu'il y a actuellement. Hein. On ne prenait pas la parole facilement devant des gens comme ça. Et donc, j'étais au Monde depuis seulement 1 an, il s'agissait de savoir si on allait prolonger le mandat de Jacques Fauvet ou pas. Et il se trouve que Jacques Fauvet avait publié un article de Jean Genet, en hommage à la fraction Armée Rouge allemande. Et évidemment, les ennemis de Jacques Fauvet n'ont pas manqué de faire valoir que c'était absolument indigne que le monde... immoral que le monde puisse une chose pareille. Et il y a un mec que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'est avéré être François Bott, qui s'est levé, qui avait une pipe à la main, qui était très chauve, mince, chauve, assez juvénile encore, et qui a dit écoutez, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que quand on publie à longueur de colonne des propos d'hommes politiques de pensée médiocre et de style plus médiocre encore, on peut publier une fois un grand écrivain, même s'il est injuste dans ses propos. Je me suis dit, mais ce que je ne pouvais pas dire, parce que je n'étais pas en capacité de le dire, ce mec est formidable. Donc quand on a eu une petite interruption, je suis allée le voir et je lui ai dit, j'ai tellement aimé ce que vous avez dit. Et on a discuté, il m'a dit, je vous lis parce que je m'intéresse beaucoup à la justice, aux faits divers. Et donc, ça, c'était 78. Et en 83, il a succédé à Jacqueline Piatier au Monde des Livres. Il est venu me voir pour me demander si je voulais aller au Monde des Livres. C'est l'époque où il y avait Roland Jacquard au Monde des Livres. Il y avait Roland Jacquard, il y avait Michel Contat, des gens qui étaient assez marrants, en fait. Il y avait des déjeuners le mercredi, c'était assez drôle. Sauf que la piscine de Limini, ça commençait à m'énerver un peu à force. Qui a coulé, ce qui est triste pour une piscine. Il a coulé, oui. Moi, j'étais là la veille du jour où elle a coulé. Il y avait d'ailleurs Jean Edernalier qui était là. Il l'a fait couler, en fait. C'était avec le groupe. C'était avec le groupe Jalon.
Ah oui, Jalon. C'était Jalon et c'était la dernière réunion. C'était la dernière, enfin la réunion de là, à la piscine de Ligny et le lendemain, elle a coulé. Il l'a fait couler en fait. Ah bah, heureusement, heureusement qu'elle a coulé après ça. Parce que alors, vous faites d'ailleurs un article sur l'enterrement d'Aragon. Et cet article vous vaut des reproches de Cohn-Bendit. Bah oui. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit tu as encensé un vieux stalinien. Je lui ai dit écoute, la littérature va au-delà du stalinisme. Bah oui, c'est quand même Aragon. Oui. Oui. Et alors, votre rencontre avec Françoise Verny, c'est en 83. Quel souvenir gardez-vous de Françoise Verny? C'était un drôle de personne, un drôle de personnage. Alors, j'ai des amis qui l'aiment pas beaucoup, mais moi j'étais assez touchée par cette femme. Mais j'étais frappée du fait que c'était une femme très intelligente, mais elle avait un peu dévoyé son intelligence. Et je me souviens que une fois où on s'est vraiment opposés, c'est qu'il y avait encore une crise de succession au monde. Et elle pensait que Jean-Marie Colombani allait perdre. Et c'est d'ailleurs cette fois-là, il a perdu. C'est après qu'il a gagné. Et elle voulait que j'aille du côté des vainqueurs. Et je lui ai dit non. Et elle s'est mise très, très en colère. Très, très en colère. D'ailleurs, à la fin de sa vie, vous publiez un article assez dur sur un livre de Françoise Verny. Qu'est-ce qu'elle vous répond ? C'était très bien parce que j'ai fait un article assez dur parce que son livre s'appelait Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et j'avais terminé en disant mais la question c'est pas ça, c'est Dieu, pourquoi me suis-je abandonné ? Et elle m'a répondu, elle m'a téléphoné, elle m'a dit chérie, t'as raison mais c'est trop tard. Et alors Paul Durand, qui se disait votre ami Claude Durand, oui pardon, oui c'est qu'en plus c'est Claude Durand, le patron de Fayard. Oui. C'est un grand éditeur, mais j'ai pas envie de parler de Claude Durand. Non, c'était une histoire trop triste. Alors, vous dites parmi un des souvenirs les plus d'interviews, décidément, tristes, d'interviews les plus désagréables, ce fut Simone Signoret. Et c'était étonnant parce que on a reçu ici à votre place il y a quelques jours Mylène de Mongeau, qui était une merveilleuse comédienne et une femme délicieuse, et qui nous a dit que le couple Montand-Signoret était atroce, c'était vraiment désagréable, détestable, et lui avait fait vivre un calvaire. Ouais, j'allais dire, j'ai une certaine indulgence quand même parce que c'était une époque où elle avait perdu la vue et c'est quand même assez terrible. Ah oui. Mais d'emblée, elle a été très désagréable parce que c'était tôt, donc j'étais débutante au monde des livres. J'étais pas encore ni chef ni quoi que ce soit, etc. Et c'était en gros pourquoi on m'envoyait la bonne, quoi. Et je lui ai dit, écoutez, Bertrand Poirot-Delpech va faire le feuilleton sur votre livre, mais moi je fais un portrait de vous à côté. C'était la nostalgie, là, n'est plus ce qu'elle non, était, c'était non après, c'était l'autre dont j'ai oublié le nom. Mmh. Et elle s'est finalement radoucie au bout d'un moment parce qu'elle a compris que j'avais vraiment lu son livre. Et ça l'a un peu touchée, mais au début c'était assez désagréable. Et ce côté, c'est ça, pourquoi on m'a envoyé la bonne. Et votre rencontre avec Sagan, pardon. Non, je voulais demander à Josiane Savigno si elle avait déjà interrogé des gens dont on n'avait pas lu les livres. Jamais. Ça peut être assez amusant. C'est votre cas ce soir. Non, mais c'est pas moi qui mène l'interview. Non, mais c'est pas grave. moi qui mène l'interview. Non, mais moi, ça n'est pas concevable. Non, mais moi, c'est pas grave parce que je suis pas écrivain. Mais je veux dire, aller voir un écrivain sans avoir lu ses livres, j'aurais trop peur, quoi. J'aurais trop peur. Ah oui, il y a Sagan. Et elle vous confie une sorte de méthode pour pas avaler ses mots, c'est ça? Non, elle m'explique que contrairement à ce qu'on dit, elle bégait pas et que si je passe la borne à une vitesse inférieure, je vais tout comprendre de ce qu'elle me disait. C'est drôle. Il y en a un autre qui faudrait accélérer à une vitesse supérieure, c'est Modiano, parce que vous faites entre sur des plombes. Ah, ça a été terrible. C'est cool. Mais il parle pas. Mais si, moi j'arrivais à comprendre, je finissais ses phrases et tout, etc. Et quelqu'un a ouvert la porte du petit bureau de Gallimard où on était en disant il est 7h du soir, il serait temps d'arrêter. Je me rappelle une interview de Ionesco à la télévision il y a très longtemps, comme disait la Palisse bien avant sa mort, enfin en tout cas avant sa mort. Et il était interviewé par je ne sais pas qui, une espèce de type un peu faiseur, un peu pédant. Et c'est extraordinaire parce qu'il n'a pas répondu. Il parlait à côté. Non, il ne parlait pas à côté, il ne répondait pas. C'est dingue. Il ne répondait pas. C'est-à-dire que je lui ai posé des questions, il regardait, il ne répondait pas. Alors l'autre est revenu. Ce que font les djihadistes en prison. Jean-Louis Debray, qui était juge d'instruction, m'a expliqué que les grands criminels, quand on leur pose des questions, ils ne vous regardent pas, ils vous regardent fixement, ils ne répondent pas. Enfin, mais Sagan, c'était assez touchant parce que moi, je suis toujours un peu angoissée, surtout en plus à l'époque, quand j'allais voir des gens importants, enfin qui m'apportaient. Pas forcément important, mais qui m'apportait. Et donc, j'étais assez angoissée en interviewant. Et il y avait sur la table un objet qui était une sorte de cœur en plexiglas. À l'intérieur, il y avait une projection de couleur violette et des aiguilles.
Et je touchais cet objet qui était lisse, qui était doux, qui me réconfortait. Et à la fin, elle m'a dit, emportez-le, je l'ai toujours. Alors, c'est sympa ça, oui. Vous êtes cité, et oui, dans le dernier livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot. Ah bon? Ouais. Ça, on a retrouvé. On n'étiez a pas au des courant. fichistes. Non. On a des gens qui enquêtent des heures et des Vous années savez, sur vous. Hein. Tu as J'ai des lu- fichistes J'ai et pas lu des... j'ai lu un livre d'Éric Zemmour qui s'appelle Le Premier Sexe et je me suis dit que je ne lirais plus jamais. J'irai pas jusqu'au deuxième. Non, jamais. Alors, Je me suis dit que je ne lirai plus jamais un livre d'Éric je Zemmour. vais vous citer le passage. Le monde des livres est devenu, depuis sa reprise en main par Eugène Savigno dans les années 80, le temple du politiquement correct féministe et antiraciste, que l'on nomme désormais la culture woke. Mais les plus anciens chroniqueurs qui ont connu Liberté du Monde d'avant ne parviennent pas à se défaire de leur réflexe d'indépendance. Je lis mal parce que c'est mal écrit. C'est qui? Roger-Paul Droit est de cette catégorie. Son enthousiasme pour le livre de Guggenheim va faire réagir les grands prêtres de la foi bien-pensants comme un sacrilège dans une église. Mais Roger Paul Droit, il était au monde des livres tout le temps quand j'y étais et il y est encore. Ouais. Vous avez quelque chose à répondre à ça ou pas? Je ne vais pas répondre à Éric Zemmour, enfin franchement, qui rentre dans son trou. Alors, maintenant, on va parler de Philippe Solers. Et vous mettez en exergue de votre autobiographie l'Incipit d'un roman de Solers, Ben oui. Portrait du joueur. Tu dis l'incipit, toi. Bah oui. Comment? Mais Ah c'est- oui. mais Moi, c'est je dis, l'insipid. moi, je dis l'insipid. Moi, je dis mais- l'insipide. Moi, je dis l'Incipit aussi. ouais. Incipit aussi. Alors, comment vous êtes connu avec C'est la Solers, prononciation latine Ah, restituée. écoutez, alors. c'est une histoire très C'est drôle. insipide. C'est une histoire très drôle qui remonte à très très longtemps. Moi, j'admirais beaucoup les romans de Solers, Ah oui, mais, c'est ça. mais tous mes copains à la fac étaient telkéliens. Et moi, je suis pas très, comment dire, j'ai pas un esprit très abstrait. Et je disais, non, moi, je m'intéresse à Solers parce que c'est un grand écrivain. Et mes copains me disaient, ah mais non, la fiction, c'est terminé. Il n'écrira plus jamais de la fiction. Et d'ailleurs, il a quand même été 7 ans sans écrire de fiction. Hein. Et donc, c'était drôle, quoi. Parce que finalement, tous ces mecs qui je considérais comme une sorte de pape ne l'ont pas connu, et moi, je l'ai connu. Et donc, en 80, je sais plus, peut-être 3, je venais d'arriver au monde des livres, donc c'était 83, je sais quoi. 83. L'année, C'était à l'occasion d'un entretien pour un film de Volker Schoendorf. c'est ça. Et c'était le film de Volker Schoendorf, c'est Un amour de Swann. Voilà. Et donc, Yvonne Baby, qui dirigeait la culture au monde, m'a demandé si je voulais aller voir Solers. Alors moi, évidemment, j'étais toute... Et le mec, il m'a même pas vu, je crois. Mais il m'a répondu très gentiment, mais je crois qu'il m'a pas vu. Mais après, en 85, François Bott, puisque j'étais allé au Justement, monde des c'est une livres émission entre-temps. d'hommage à ce François Bott. François Bott, mais ah oui, c'est vrai, c'est un type... Alors, il y a tellement peu... Je voudrais vraiment lui rendre hommage, parce qu'il y a tellement peu dans la presse de gens élégants qui ne sont pas des petits chefs, qui savent vous montrer comment on peut diriger une équipe sans être un petit garde-chiourme, que c'est magnifique qu'il y ait des gens comme ça. Il adorait le champagne. Alors, Et donc, mais il est mort? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je le vois plus. Ah oui, parce qu'il adorait le champagne, ça fait un peu... Mais il est à moitié mort, peut-être. Non, je crois pas qu'il est à Ouais. moitié mort. Non. Mais donc, en 85, il me dit, est-ce que tu ferais pas un portrait de Philippe Solers? Je lui dis d'accord. Et je vais voir Solers, complètement angoissé que j'étais. C'était pour Portrait du joueur, justement. Et il a cette phrase qui nous a fait... C'est marrant parce que je l'ai pas aussi mal vécu que Philippe Roth, mais quand même, c'était un peu dur. Parce qu'à un moment, il me dit... Quand vous serez moins angoissé, on pourra parler de l'aspect sexuel de mon livre. Mais d'ailleurs, vous allez l'embrasser au bar du Pont Après, Royal. c'est après ça. C'est bien là. Verny vous dit, va C'est embrasser après. le mec qui est C'est au fond. après, Ouais, c'est après. bien après ça. Après qu'il m'avait fait ça, etc., on était au bar du Pont-Royal et François Zerny me dit chérie, est-ce que tu oseras rouler une pelle à Philippe Solers? Je lui dis bah un peu, ouais. Et j'y suis allé. Vous dites, vous aimez se disputer avec lui, car pour vous, il n'est pas réellement sexiste. Vous dites, Solers, tout. c'est simplement que le malentendu entre les hommes et les femmes est éternel. Mais oui, mais lui, il pense qu'on peut le surmonter. Alors moi, j'en suis pas très sûre. On a eu cette discussion encore il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Oui. Parce que j'ai fait un entretien dans Diacritique où Arnaud Jamin, qui est un très bon journaliste, me parlait de l'incompréhension totale entre les hommes et les femmes et qui n'a fait que croître depuis, disait-il, en faisant référence à un livre de Philippe Roth. Et je lui ai répondu, moi je crois que l'incompréhension totale, elle a toujours été totale et que ça n'a pas bougé. C'est quoi l'entartrage et myrtille de Solers? Ça, Est-ce que c'est un intérêt? c'est un truc Oui. drôle. C'est un truc drôle. Alors racontez-nous. C'est un truc drôle. On va à la maison de l'Amérique latine, bon,
Mais vous savez, il y a le fameux entarteur. Le belge, là, oui. Ah, c'est toujours le même. Non, ah, justement. Non, lui, il était à l'Imirti, c'était le plus chic. Justement. Ah oui, non, c'était à la crème. Oui. Non, c'est beaucoup moins chic. C'est beaucoup moins chic. Il y a l'entarteur chic, le gloupier, qui, Solaire lui avait échappé 2 fois. Une fois, il sortait du taxi pour descendre au Pont-Royal, qui à l'époque avait ce bar en sous-sol. Et il a hurlé. Quand il a vu le mec, il a hurlé comme un cri de Tarzan. Et paf, le mec a eu un moment de recul, il a pu descendre. Et une autre fois, c'était pareil chez lui. En rentrant chez lui, il a échappé. Mais là, il lui a pas échappé. Il disait que c'était à cause de moi, mais bon, parce je l'avais distrait. Donc, on marche vers la. Et Solers, il faut savoir que Solers n'a jamais compris que j'étais violente. C'est pas un homme violent, c'est plutôt un homme pacifique. Et moi, je suis très violente. Et donc, on marche vers la... Il devait faire une intervention à la Maison de l'Amérique latine. Et tout d'un coup, surgit ce type. Il l'entarte avec un truc à la myrtille. Il y en a partout, j'en ai partout sur mon... Et moi, je fais « Oh putain !» Et je cours derrière le mec et je le plaque au sol, comme au rugby, quoi. Et il y a un mec qui arrive et il croit que c'est le mec qui m'a agressé. Il commence à le tabasser. Et là, Solers arrive, plein de myrtilles. Et moi, j'étais furieux, je dis « Ouais, j'appelle la police !» Et Solers me dit « Ah non. Les artistes n'appellent pas la police. » Et il regarde le mec et il lui dit « Mais riez !» Puisque c'est censé être une blague. Et le mec commence et il force sa voix et il dit « Mais riez donc !» Et le mec était tout. Puis on arrive à la Maison de l'Amérique latine, un peu en retard évidemment. Il demande s'il peut aller se nettoyer parce que les myrtilles, ça ne le faisait pas. Ouais. Et puis, il arrive et il dit aux gens « Excusez-moi, pour mon retard, je n'aime pas être en retard, j'ai eu un petit empêchement. » Et puis il commence à parler comme s'il ne s'était rien passé. Moi, je devais prendre la parole aussi. Et donc, je laisse parler, tout ça, etc. Et puis après, quand on me passe la parole, je dis tous les gens dans la salle qui me connaissent sauront que si je n'ai pas pu envoyer 2 mois à l'hôpital le mec qui a entarté Philippe Solers, je suis très énervée. D'ailleurs, Solers, ce qu'il dit à propos de vous, on s'entend bien car on a le même goût commun, nous aimons tous les deux les femmes. Oui, ça, c'était avec Françoise Verny. Ouais. Elle disait pourquoi vous êtes devenus amis. Il dit nous aimons tous les deux les femmes. Alors, il y a aussi cette phrase qui est très drôle et qui dit il aimait aussi peu les femmes qu'elle aimait les hommes, c'est pour ça qu'ils furent un couple idéal. Et la question suivante n'est pas écrite par moi, donc je vais lire telle quelle. Demandez si Solers a vraiment écrit la biographie de Kenza du Loft. Non. Ok. Non. Non, moi la réponse est claire, définitive. C'est qui Kenza? Je sais pas, je l'ai lu tel quel. Tel quel. Voilà. C'est approprié. Excellent. Alors. Oui. Et donc, il a été dit que Solers avait écrit le bouquin de l'autobiographie. Non. Non, mais il a écrit des articles dans JDD. Oui, je crois qu'il a trouvé que c'était un personnage intéressant. Ça, c'est sûr, il l'a dit. Il y a une chose amusante de Solers, c'est que je crois qu'il a même participé à Qui veut gagner des millions, et aujourd'hui, tous les écrivains se veulent une posture très sérieuse. Je crois qu'il n'a pas participé à Qui veut gagner des millions. Ah bon ? Il l'a fait. Non. Ah si, non. vous êtes sûr ? Non, je suis sûr. Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. C'est peut-être un autre jeu. C'est pas un autre jeu, non? C'est pas un autre truc. Non. C'est question pour un champion. Qui veut épouser mon fils? Non, il est allé dans des émissions épouvantables, mais pas ça, ouais. Question pour un champion, peut-être, non? Question pour un champion. Alors, Philippe Roth, on va avancer quand même. Philippe Roth, vous dites un jour, je suis une sacrée privilégiée, je suis une femme, je ne suis pas juive, et vous me recevez quand même. Je crois que ça se passe assez mal, l'entretien avec Roth. Et vous dites quand vous l'avez entendu, ça s'est mieux passé. Le premier, ça s'est assez mal passé parce qu'il regardait sa montre sans arrêt. C'est un peu déstabilisant quoi, quand on est venu de si loin pour faire l'entretien. C'est pas très et puis il me disait des trucs dans genre tout académique, another question. C'était un peu désagréable, quoi. Et puis en plus, il m'avait fait. Déjà, ça avait commencé bizarrement parce qu'il était assez ami avec Solers, donc. Solers lui avait demandé s'il serait d'accord pour me recevoir. Et il avait renvoyé un fax, et je trouvais que c'était un fax un peu de truc de mec, quoi. Ça voulait dire du genre envoie-la moi que je vois, quoi. En gros, j'étais pas trop contente. Ouais, c'était un peu comme ça, quoi. Il s'était pas dit comme ça, mais c'était suggéré ça. Envoie quand même que je vois. Bon, je trouvais ça moyen. Et il lui dit, dis-lui de me téléphoner. Donc je lui téléphone et il me dit, j'espère que votre journal vous envoie pas juste pour me voir. Je lui dis, bah si. Il me dit, ils ont de l'argent à perdre. Bon. Et puis, moi, je voulais Quelle modestie. Moi, je voulais avoir un rendez-vous. Je voulais avoir un rendez-vous un jour. Et il me dit, vous venez quelle semaine à New York? Alors, je lui dis, celle-là, appelez-moi. Et tous les jours, il changeait le rendez-vous. Le rendez-vous.
Vous avez plus de chance que Steven Thompson, un ami commun, mais pas ordinaire. Mais pas ordinaire. Que nous connaissons tous, qui a passé, je crois, 40 ans à vouloir rencontrer Roth, et un entretien de 15 secondes, il a dit: je vous cherche depuis 40 ans. Il a dit: bah, très bien. Oui. Cool, mec. Good for you. Good for you. Il lui a dit good for you. Voilà. Vous avez du souffle. Et donc, tous les jours, il changeait la date. Et le dernier jour, il avait décidé que je devais le voir dans le Connecticut et je partais le soir. Et donc mes amis américains qui sont adorables me disaient: mais ne t'inquiète pas, on t'emmène dans le Connecticut, tu fais ton heure d'entretien, on te mène directement à l'aéroport. Finalement, le monde avait pris un billet qu'on ne pouvait pas changer, ça, sauf Et puis finalement, il m'appelle le matin. À l'époque, ce n'était pas l'époque des portables, 92. Donc il appelle sur le fixe de mes copains qui dormaient évidemment à 8h du matin. Et je décroche. Il dit: It's Philip Roth. Et il me dit: Don't worry. Et je lui dis: I'm worrying. Et il me dit 15h à mon appartement cet après-midi. Donc c'était un soulagement parce que c'était facile. Et donc j'ai passé 1h30 avec lui et je suis sortie furieuse. Alors maintenant on va parler, on va avancer du moment où vous étiez président du Monde des Livres, et là il y a des attaques incessantes. Pas présidente, juste patronne. J'étais chef de service. Chef de service du Monde des Livres. Et il y a des attaques incessantes de Jean-Édouard Nallier, et je crois que vous cassez un verre sur la tête de Marc Cohen, le rédacteur en chef de Vidéo International. Non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Donc, il y avait donc cette succession d'articles assez déplaisants dans l'Idiot International. Et donc, je suis à la closerie et quelqu'un m'apporte la nouvelle livraison de l'Idiot. Et vraiment, et je dis: mais où il est, Allier? Et on me dit: mais il n'est pas là. Donc je vais voir le type, Marc Cohen, qui est rédacteur en chef, et je commence à m'énerver, je commence à traiter de fasciste, je le prends à la gorge comme ça. Et Solaire avait rendez-vous avec quelqu'un, il était au fond. Et il vient me voir, pacifique comme il est, pour me dire: mais chaud, on se calme, on ne parle pas comme ça avec ces gens-là. Je dis: ah, mais vous, occupez-vous de vos affaires. Hein. Et donc, je ne vais pas casser, j'ai pris un verre, je l'ai cassé sur la table comme dans les westerns, et je lui ai dit: maintenant on sort. Et je me suis aperçu que le mec m'arrivait là. Oui, c'est un nain, oui. Ali a fait un truc très drôle. Elle s'est attaquée à la plus petit rédacteur en chef de Paris, 1m54. 1m54. Et donc vous êtes drôlement violente, oui. Et très violente, ouais. Et c'est terrible. Et Juliette Gréco était très violente aussi, donc on s'entendait là-dessus. Et ce qui est drôle, c'est que quand il a écrit ça, ça m'a fait rire. Et au monde, les copains ne voulaient pas que je rie. Ils disaient: mais arrête, après ce qu'il te fait, tu peux pas rire. Et je dis: mais quand même, c'est tellement drôle, quoi. Et alors, finalement, ça se finit même par un procès où c'était Jacques Vergès et François Gibault qui... et François Gibault, la première fois... François Gibault qui vous a défendu, La première, maintenant, François Gibault est absolument adorable avec moi, mais la première fois que je l'ai rencontré après, c'était chez une amie commune, et qui me dit: est-ce que tu connais François Gibault? Je lui dis: oui, il a plaidé contre moi, d'ailleurs il a perdu. Et Vergès? Vergès, j'en ai beaucoup voulu, il m'envoyait des fleurs, après ça m'a dégoûté, franchement. Mais vous l'avez un peu connu, Vergès? Tout petit peu, mais le fait, le mec qui explique, parle de mon vagin vagin querelleur pendant 20 minutes, et qui le lendemain matin m'envoie des fleurs parce que j'ai soutenu son regard pendant ces 20 minutes, ça me dégoûte, quoi, ça me dégoûte. Et alors, votre éviction du Monde, c'est en 2005, et ça se passe comment? Pas bien. Je vois comment on va avancer vite sur cette partie. On me dit... le type, on lui a coupé la tête après, j'étais très contente. Et il me dit: la calomnie s'est imposée, il faut tourner la page. Alors, soit c'est de la calomnie et ça ne peut pas s'imposer, soit c'est pas de la calomnie, et alors oui, en effet... Et d'ailleurs, je crois que c'est terrible parce qu'ils vous mettent dans un bureau, mais où on ne peut pas tenir à deux. Un bureau où on peut être seulement seul. Ouais, ça ressemblait à un truc de dame pipi, c'était absolument horrible. Et on s'est amusé avec des copains. On a fait le coup de la cabine des Marx Brothers. Combien on peut entrer mais c'était assez pénible quand même. Alors, on va finir l'émission. On n'a plus que quelques minutes sur la chronique de notre ami Samuel, qui a bien travaillé. Alors, où est-ce que vas-tu te mettre? Tu veux te mettre à ma place? Non, pas sur mes genoux, je vais... Non, il risque d'avoir une érection. Non, c'est pas ça, mais moi qui suis dysmorphophobe, je vais me trouver déformé.
Non, mais mets-toi à ma place et puis je vais... Restez là, je vais rester debout. Philippe a mis une veste de magicien et une ceinture de cow-boy. Oui, c'est une ceinture de cow-boy, oui, qui vient des États-Unis, effectivement. Et elle est jolie. C'est joli, elle est un peu petite, mais bon. Et des boots de biker. Oui, on dirait pas... Et un pantalon de marin. Il réunit tous les contraires. Non, mais je vais me mettre là, ça me verra pas. Je peux m'asseoir là? Non, surtout pas. Si, vous pouvez. C'est l'œuvre de ton père, alors j'ai toujours peur de... Et mon père. Alors, Samuel, à toi. Alors, bonsoir Josiane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Enchanté de faire ma première chronique avec vous quand même. Ben Parce oui. que voilà, c'est ma première chronique dans cette émission des Clochards Célestes. Peut-être la dernière. Non, sûrement la dernière. Et donc, je vous propose un entretien en 3 parties. Donc, un questionnaire d'abord, et après une interview et une surprise à la fin. Un peu de respect, s'il vous plaît, mes enfants. Donc, le questionnaire, c'est un auteur, un livre. Donc, je vous donne un auteur que vous avez peut-être aimé ou détesté, et donc vous donnez le livre que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, vous me donnez une phrase sur l'auteur. Donc, Sagan, par exemple. La rapidité. Oui, bien sûr. Enfin, Voilà. le jeu. Voilà, le jeu. Et quel livre avez-vous aimé de Sagan? Moi, j'ai aimé, comme tout le monde, j'ai aimé Bonjour Tristesse. Ouais. C'est une fille de 18 ans qui fait ça, c'est magnifique. Mais il y a un livre, son dernier livre s'appelle Derrière l'épaule, que je trouve incroyablement intéressant. Parce qu'elle se critique, elle regarde son œuvre et elle en dit beaucoup de mal, mais trop peut-être. Mais cette lucidité sur soi, ça m'a beaucoup plu. Injuste sur elle-même ou pas alors? Injuste, enfin. Oui, elle jouait peut-être. Mais c'est, je veux dire, pour être écrivain, à mon avis, il faut quand même être mégalomane, c'est-à-dire il faut penser que ce qu'on fait, ça va apporter quelque chose. Et Sagan, quand j'ai fait des entretiens avec elle, comme dans ce livre Derrière l'épaule, c'est quelqu'un qui disait: j'ai lu Proust, j'ai lu Dostoïevski, je sais que ce que je fais, c'est des petites choses. On ne peut pas dire ça quand on veut être écrivain. On ne peut pas dire ça. Et vous avez fait des entretiens avec elle, d'ailleurs, dans votre livre Portrait d'écrivain, qui est magnifique. Enfin, l'entretien est magnifique. Alors, Le rire de Dominique Rollin, par exemple. Ah, Dominique Rollin. C'était merveilleux. Elle était tellement belle. Alors, le livre que vous avez aimé de Dominique Rollin, c'était... Journal amoureux, sûrement. Sur Jim. 20 ans d'amour fou. Avec Jim, donc. Oui. Voilà. Oui. Après, un ami de Simon, Tahar Ben-Jelloun. Moi, pas d'amis. Si, mes amis, il n'y a pas d'amis. Tahar Ben-Jelloun. Pour moi, Tahar, c'est une espèce de prince oriental que j'aime beaucoup. Un sultan. Donc, un prince. Ouais, un prince. Oriental. Sultan. Il me demandait de lui écrire ses SMS de drague. Il me disait: est-ce que tu mettrais un point ou un point d'exclamation? Je vais lui dire: moi, écoute, Mais ce qu'il me disait: et si j'écrivais j'ai envie de te revoir, ou plutôt est-ce que tu voudrais me revoir? Il me disait: quelle est la meilleure formulation? Et je mets un smiley rire ou un smiley triste? Et ça, c'est le livre de Bec BD d'ailleurs. C'est le livre de Frédéric. On n'est pas allé plus loin que les préliminaires. Alors, il y a quelqu'un qui est un écrivain sans être un écrivain, qui est surtout un critique, c'est Nolo, qu'on a reçu dans l'émission. Oui. Que pensez-vous de son œuvre littéraire, on va dire? Rien. Rien, oui, voilà. C'est Simon qui m'a dit ça. Il fait partie du calomniateur que je n'aime pas. Qui ont été dans le groupe, oui. Voilà. Qui a d'ailleurs beaucoup critiqué Solers. Plutôt Jean Edernalier que... Oui, un jour, il a invité Solers dans l'émission. Après avoir craché sur moi, parce que j'aimais l'œuvre de Philippe Solers, il l'a invité à déjeuner. Et Solers y allait, il lui a dit, et Nolo lui a dit, je devrais lui faire des excuses. Et Solers lui a dit: je vous conseille pas de la rencontrer pour les lui faire. Sinon, le verre qui se casse. Ah bah oui, ça c'est voilà. Alors, Alain Finkielkraut, par exemple. Quel livre avez-vous aimé de Alain Finkielkraut? On ne parle pas des morts. Pas encore, arrête, Simon. C'est un immortel. C'est un immortel. C'est un immortel. Je vais avoir une réflexion de vieille. J'ai aimé les livres du début qu'il a fait avec Bruckner. Voilà. Qu'on devait recevoir d'ailleurs, Bruckner. Voilà. Autrement, c'est quelqu'un d'extrêmement respectable, mais il pérore trop et il tire trop Philippe Roth du côté du tragique. L'entretien qu'il y a eu à France Culture. C'est un humoriste wagnerien. Philippe, un mot sur... Mais Philippe n'a pas de micro. Non, mais moi j'ai lu un livre de Finkielkraut que j'ai beaucoup aimé, c'est la défaite de l'Occident, ou la défaite de la pensée, oui. L'Occident, c'était Spengler. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il reprenait un peu ce qu'avait fait Julien Binda. J'ai trouvé ça rigolo. Et c'est pour ça que j'étais content de le voir. Et j'ai trouvé un petit peu hiératique et
et manquant de... Mais il a martyrisé Philippe. Non, il m'a pas martyrisé du tout. Il a martyrisé non. ce commentaire. On n'a plus beaucoup de temps. Hein. Ah oui. Commentaire sur quoi? T'as une flamme. Oh non, mais il a une flasque avec... Attends. On n'a pas 10 minutes. Un là. petit shot à la dernière ligne. On a 4 minutes. Alors on se dépêche. Il a une flasque. Il a une flasque, c'est ce que me dit ma femme à chaque fois. Samuel, dépêche-toi. Allez, hop, on se dépêche. Alors, Rob Rillet. Un mot vite. Trop formaliste. Trop formaliste. Solers. Un jeune écrivain qui débute, Solers. Solers, mais... C'est un enfant encore. Non, je sais pas. C'est encore un enfant, il le dit. Non, Un mais, Atlante. Un Atlante, peut-être. Non, je Voilà. sais pas. Je pense que il sera réévalué quand il le faudra. Il est déjà par moi. Je sais. Il le sait. Et je pense qu'il y a un écrivain qui est un peu trop surévalué, qui s'appelle Michel Houellebecq. Voilà. Écoutez, Voilà. Quel est le livre que vous avez aimé de Houellebecq? Pas que vous avez détesté. J'ai aimé Plateforme. J'ai aimé ouais. Plateforme. Et Houellebecq, ce qui est très curieux, c'est que même quand je ne suis pas d'accord avec ses positions nihilistes, etc., mais je lui trouvais une qualité, qui est une grande qualité d'écrivain, c'était ce sens de la narration qui faisait qu'on tournait les pages. Et je ne l'ai pas retrouvé. Et anéantir, ouais. Je l'ai pas retrouvé dans le dernier. Et dans Sérotonine, par exemple? Et dans celui où il sodomise son chien. Ah, ça, c'est Sérotonine, C'est ça. son chien Non, qui c'est le chien qui sodomise Yuzu. Oui, Yuzu. Sérotonine, C'était génial. Oui. Sérotonine, j'avais C'est un page turner, je oui. tournais encore, c'était un page encore un turner, page turner. Mais le dernier, non. Non, pas du tout. C'est Dernier, non, un c'est ennui. très ennuyeux, Mais très, l'éditeur très avait son ennuyeux. travail. Voilà. Ouais. Marc-Edouard Nab, Le Maudit. Ah, Marc-Edouard Nab, Le Maudit. Marc-Edouard Nab, c'est quelqu'un que je trouve très talentueux et que j'admire. Je Lucette. trouve qu'il a l'art de se tirer des balles dans le pied, quoi. Là, il a Ouais. publié un livre. Il a l'art de se tirer des balles dans le pied. Non, c'est pas. C'est une revue. Il a fait Pornab. Pornab. Ouais, Il a c'est fait- ça. c'est- Il a vendu ses vieux vêtements. Mais il a raison. Il a fait- Il rêve de faire l'émission, mais Il je vais pas a l'inviter. fait un livre magnifique Pourquoi qui s'appelait Alain Zanini. Ouais. Et là, je me suis Sur dit, le double. je me suis dit, voilà, À la rote. voilà, je me suis dit, ça y est, il a trouvé son truc. Mais non, après, il faut qu'il se mette, je sais pas, à soutenir Saddam Hussein ou je ne sais quoi. Alors, Enfin, il rêve de faire l'émission, mais comme je ne veux pas l'inviter, il Un m'insulte autre verre quotidiennement sur son site. Et alors, sur son site, il écrit que tout ce que je fais, je mets un chapeau, c'est un hommage à lui. Voilà. J'ai fait la peinture. mon générique, c'est de la peinture sur le sol, c'est un hommage à Marc-Edouard Nab. Ouais. Si je me suis habillé en rose et que Marc-Edouard Mais- Nab avait un pantalon rose, mais c'est forcément franchement- parce que je l'ai copié. Voilà. Alors, par mais contre, on a passe, plus de 2 on minutes passe, là. on passe à Jacquard. Mais franchement, je trouve ça un peu triste parce que c'est un talent. Jacquard, mais c'est il moins est- un talent. Jacquard, c'est moins un talent. Voilà. Voilà. Alors, Simon, que dis-tu de ça? Que Jacquard était Moi, je moins ne un parle talent. pas Voilà. Des vivants. Je ne parle pas de mon grand-père. Voilà. Jean-Jacques Schul. Schul. Ah, il veut qu'on dise Schul. Schul, ouais, il veut voilà, qu'on Schul, dise- voilà, c'est ça. Ah, moi, je l'aime Voilà. beaucoup depuis toujours. Il a publié un livre d'ailleurs il y a 2 semaines. Ah, oui, j'aime qui est beaucoup, sublime. J'aime beaucoup ce livre à Paris. Sublime. Mais j'aime beaucoup Ah, Jean-Jacques. fini. Ouais. Après, tac. Mais ça sera Christeva. Non, on en fait d'autres. Christeva, no comment. No comment. Besson. Patrick Besson. Patrick Besson, je l'aime bien. Qu'on a reçu il y a Patrick une Besson, semaine. je l'aime beaucoup. C'est un homme Voilà. qui a plein d'esprit. Alors là, voilà encore Voilà. comme Sagan, quelqu'un qui veut pas assez croire en lui. Voilà. Tilignac, Denis, qui est un ami de Simon. Enfin, qui était. C'était un homme sympathique, je trouve ça. Je suis pas fanatique de son œuvre, mais c'était un homme sympathique et courageux. Neuf. J'ai bien aimé être au jury du prix décembre avec lui. C'était drôle, il est drôle. marrant. Il a remis. Non, c'était Il est Besson drôle. qui avait remis un prix à Nice à Solaire. Ah, cela, c'est ça, oui. voilà. Et il est drôle, Neuf, et surtout j'aime beaucoup sa chronique Affaires étrangères dans Le Figaro. Je trouve ça Angot. très bien. Je l'ai défendu tout le temps. Ouais. Yann Moix, Yann Moix, qui sort un livre cette semaine d'ailleurs. Yann Moix, à une époque, il m'a exaspéré et j'ai trouvé tellement affreux ce qu'on lui a fait après, quand il a publié ce livre qui était très intéressant sur son enfance. Et, Orléans. Ouais. Ouais, j'ai détesté ce qu'on lui a fait et c'est quelqu'un de bien. Ouais. Bec BD. Bec BD, Frédéric. je l'aime bien, j'ai pas trop aimé Ouais, sa manière de se comporter au moment de l'affaire Matzneff. Et le livre qu'il a sorti là cette année là, Je l'ai sur, pas encore lu. Pas encore. Vitou. Vitou, Je vois que tu finis par l'essentiel. Voilà. Oh non mais c'est pas fini encore. Vitou, je Il m'intéresse. reste Ouais, encore. mais Il reste tes amis. Il reste que tes amis. Il reste 1 minute là. Vitou, je m'intéresse plus à Céline qu'à Séchard. Alors Roi. Ah, c'est bien dit ça. Roi. Il y a quand même Ouais. une très belle formule. Je m'intéresse plus Plus à à ses Céline chats, qu'à à ses ses chats. chats, voilà. Et on pourrait dire à ses lignes qu'à ses chats. Ah, c'est chat, voilà. Roi, une grande famille, Ruffin. sympathique. Enthoven. Il est adorable. Ça dépend quel Ruffin. Jean-Paul. Non, Ruffin, Jean-Christophe. Jean-Paul. Jean-Christophe, Ruffin. oui, un type sympathique. Jean-Paul Enthoven. Jean-Paul, je trouve affreux ce que son fils lui a fait. Il y en a fait une que René Daubaldia.
Oh, qu'on a Tout le monde l'aime, tout le monde l'aime. Mais quel homme délicieux. Voilà. Je cherche quelqu'un qui dirait du mal de René Mais quel homme Imagine le mec délicieux. avec 103 ans, il y aurait ah non mais c'était un sale type hein. Quel homme Il était un délicieux. sale type, ce connard. Bon, écoutez. Alors là, j'ai- non, Attends, il y a plus de l'émission est finie. Non, parce que j'avais un truc, voilà, c'est pour ça. Voilà. Bon, écoutez, mille merci à Philippe Chevalier, mille merci Merci à vous. Savigno, mille merci à Samuel, merci à tous ceux qui ont aidé à préparer Et cette Samuel, il est émission. frustré, le pauvre Ah oui, petit. Bah oui, la prochaine fois, faut que. J'avais écrit. Il y a Ah plus- ouais. Voilà, j'avais recopié la première page. Les feuilles Regarde, tombent, c'est normal, c'est C'est la fin de l'automne. Et c'est votre faute. Voilà. C'est votre faute. Allez, Bah salut oui. et fraternité.